Pourquoi pas une autre session de questions-réponses, sujets variés, comme toujours. Qu'est-ce qu'on a sur cette plaquette Hewlett-Packard? Eh bien, je vous donne en mille le condensateur électrolytique. Bidouilleur, salut! Ça me fait plaisir de vous présenter une autre vidéo de questions-réponses, la 5e de cette série. Je vous invite à me faire parvenir d'autres questions, car présentement, ma banque de questions est vide. Pas de questions? Pas de vidéo de questions-réponses. Alors allez-y, soit par courriel à electro.bidouilleur@yahoo.ca, soit par l'entremise de Facebook, soit sur le forum de discussion Électro-Bidouilleur. Vous pouvez aussi me faire parvenir votre question sous forme d'une courte vidéo d'au maximum 30 secondes. J'aimerais beaucoup en intégrer au moins une dans ma prochaine vidéo questions-réponses. Ça ferait changement, il me semble. N'importe quel format de vidéo est acceptable. Vous pourrez me la transférer de plusieurs manières possibles par la suite. Je détaille tout cela sur le forum de discussion Électro-Bidouilleur. Allez-y, jetez un coup d'œil. Bon, alors, sans plus tarder, la première question. Elle vient de Renaud, reçue par courriel. Que sont ces boîtiers? Ils proviennent d'un laser couleur C4000 de chez Epson. Je débute en solo de quelques mois d'électronique. Eh bien, ce sont des noyaux de ferrite, comme ceux-ci, différents formats, grosseurs. Leur fonction est de réduire les radiations radio indésirables, soit pour limiter le bruit à l'interne, entre les étages, soit pour éviter que la C4000 n'émette trop de radiation à l'externe. La ferrite crée une impédance élevée aux plus hautes fréquences. Elle est en fait plutôt résistive à fréquence élevée. Notez que la composition du matériau de ferrite varie d'un modèle à l'autre, ce qui donnera des performances d'atténuation variables aussi. Comme il y en a une tonne dans cette imprimante-là, d'après ce que je peux voir sur la photo, ça me semble une solution de rapiéçage de dernière minute pour pouvoir passer les normes de radiation. C'est l'impression que j'en ai, car j'ai rarement vu autant de ces pièces dans un même appareil. Il est toujours bon d'en avoir de ces noyaux là, à portée de la main. Moi, ils m'ont aidé à plusieurs reprises à éliminer des problèmes de retour de signal RF dans mon installation radio, par exemple. Mettre ce genre de ferrite sur le câble du micro peut aider grandement à éliminer de la distorsion sur l'audio, par exemple, lorsqu'il y a du signal radiofréquence qui se promène dans tout le câblage de l'installation. OK, une deuxième question maintenant de Raoulivi. Un analyseur de spectre, je sais en gros à quoi ça sert. Mais à quoi sert un analyseur de réseau? Quelles sont les différences ou les choses qui peuvent être faites avec l'un ou l'autre? Bon, ben c'est une question qui est très souvent posée et c'est une bonne question. Et c'est une question à plusieurs facettes, donc à plusieurs têtes, si je peux dire ainsi. Tout dépend si l'analyseur de réseau est de type vectoriel ou de type scalaire. Tout dépend si l'analyseur de spectre possède un générateur de suivi, qu'on dit en anglais un tracking generator. Bon. Un analyseur de spectre est un récepteur radio à balayage de bande, donc qui balaie une certaine bande qu'on choisit, et qui affiche l'amplitude mesurée des signaux en fonction de la fréquence, donc, dans une bande de fréquence choisie. D'accord? Si vous stoppez le balayage sur un signal donné, vous pourriez, en théorie, démoduler le signal comme un poste radio MA ou MF, car c'est avant tout un récepteur radio, sauf qu'il balaie constamment. De l'autre côté, un analyseur de réseau est conçu pour caractériser, donc mesurer, un élément quelconque qu'on appelle un réseau. Okay? Ça peut être un ampli, un filtre, un composant électronique, une ligne de transmission, une antenne, etc. Avec un analyseur de réseau scalaire, on y mesure la réponse en fréquence, donc l'amplitude,
à travers le réseau en essai. D'accord? Avec un analyseur de réseau vectoriel, on caractérisera le réseau en question, donc la pièce en essai, en impédance cette fois-ci. Donc, on pourra voir la résistance et la réactance, soit en transmission à travers, soit en réflexion, donc revenant du réseau en question. Un analyseur de réseau peut par exemple produire un ABAC de Smith, ce graphique illustrant l'impédance en fonction de la fréquence. Un graphique qui fait peur à bien des gens en passant. L'analyseur de réseau vectoriel est un instrument plus complexe que l'analyseur de spectre. Mais l'analyseur de réseau ne ferait pas un bon analyseur de spectre, pour plusieurs raisons que je ne décrirai pas ici. Bon. Ceci dit, vous pouvez adjoindre un générateur de suivi à un analyseur de spectre, vous obtiendrez l'équivalent d'un analyseur de réseau scalaire, pas vectoriel cependant. Donc, analyseur de réseau scalaire. Vous pourrez ainsi visualiser la réponse d'amplitude en fréquence d'un réseau, quelconque. Si vous ajoutez un coupleur directionnel, vous pourrez aussi mesurer les pertes par réflexion ou le rapport d'onde stationnaire, si vous préférez, ou en anglais le SWR ou le VSWR de l'élément en question, donc le réseau. Le générateur de suivi est habituellement une option sur les analyseurs de spectre. Notez finalement que vous ne pourrez jamais utiliser un analyseur de spectre comme analyseur de réseau vectoriel. Car le premier, l'analyseur de spectre, ne fait aucune mesure de la phase du signal en fonction de la fréquence, ce qu'un analyseur vectoriel fait. Bon, ça fait beaucoup d'infos, j'en conviens. Pour vous aider à comprendre encore plus l'analyseur de spectre, j'ai produit une vidéo d'introduction sur le sujet. Je ne sais pas si, au moment où vous regardez cette vidéo, j'aurai déjà publié la vidéo sur les analyseurs de spectre, mais elle est prête. Donc, cherchez sur ma chaîne, sinon, ça ne devrait pas tarder. OK? On passe à la question 3 de électronique via une discussion sur le forum électrobidouilleur. La soudure à l'étain, aujourd'hui, ne contient plus de plomb, selon les directives européennes. Les nouveaux fils d'étain, donc qu'on reconnaît souvent par la couleur verte, sont la nouvelle norme. Avez-vous changé votre manière de souder et trouvez-vous que c'est mieux ou pas? La soudure sans plomb, on parle bien ici. Pour ma part, j'achète toujours avec plomb, tant que j'en trouve encore. Bon, alors, je ne fais pas de poussée de bouton avec ce dossier ROHS, ROHS, donc réduction des substances nocives, le fameux programme européen qui s'est finalement étendu à travers le monde. Moi, je travaille toujours à la maison avec de la soudure 6337. Donc, c'est la soudure classique de 63% d'étain et 37% de plomb. Les soudures sont fiables et éprouvées depuis plus de 100 ans. Et j'en ai une grosse réserve de cette soudure au plomb. Pour le peu de soudure que je fais, comparé à une industrie par exemple, je ne fais pas de cas avec ça. En industrie, oui, presque tous et toutes les industries en fait ont migré le montage de plaquettes vers le ROHS 6.6, donc sans plomb. Ils ont en fait été forcés de migrer dû à l'imposition de cette norme, ROHS, d'abord en Europe, effectivement. La soudure sans plomb est généralement faite d'étain, d'argent et de cuivre. Mais il y a plusieurs variations de composition disponibles. Les proportions peuvent varier un peu. Et aussi, il y en existe avec un quatrième élément d'ajouter. Bon, je ne rentrerai pas dans ces détails, là, mais ça a causé beaucoup de soucis de qualité pour quelques années, durant les années 2000, je vous dirais le milieu des années 2000. Mauvais joint de soudure, nécessité d'une température plus élevée pour ce type de soudure, ce qui a causé des problèmes de délamination de plaquettes de circuit imprimé. Ce qui est très sérieux, c'est comme des bulles entre les couches qui se créent.
et aussi des dommages à des composants sensibles du fait de la température plus élevée. Mais les choses se sont quand même replacées au fur et à mesure que les techniques se sont raffinées. Il reste quand même, à mon avis, une différence de qualité en faveur de la soudure au plomb. Donc, à la maison, bof, je ne me pose même pas la question. Tout ce que je vous dirais, c'est ne mettez pas le fil de soudure dans votre bouche et tout sera correct. Car, attention, ne riez pas, je le faisais quand j'étais jeune. Je me mordillais même et je pouvais même goûter le flux à l'intérieur de rosine à l'intérieur de la soudure au plomb. Je suis encore là aujourd'hui pour en parler. Bon, mais si c'est le principe vert que vous voulez promouvoir, au final, c'est vous et votre conscience, tout simplement. Alors, c'est votre décision, d'accord? OK, question 4 de PB Macho, via le forum de discussion électrobouilleur, celle-ci aussi. Ayant un vieux Kenwood Trio 9R59DS, c'est un récepteur radio onde courte des années 1970. Bon, j'ai entrepris sa restauration. Quoiqu'en bon état de fonctionnement, mon premier souci est de légère apparition de Madame la rouille, notamment sur le sélecteur de bande, donc le sélecteur de fréquence à plusieurs positions, là, qui a quelques faux contacts et qui aurait besoin d'un bon nettoyage. Quel produit me suggérez-vous pour éliminer notre ami la rouille? Eh bien, votre ami la rouille? Pas pour moi. Non, merci. Pour les contacts, spécifiquement, je doute fort que ce soit de la rouille, c'est-à-dire de l'oxydation de fer, OK? Mais il y a sûrement de l'oxydation de cuivre ou de nickel ou d'autres métals utilisés sur les contacts électriques. Vous pourriez débuter en utilisant un bon nettoyeur de contact basé sur isopropanol, l'alcool isopropylique, que vous pouvez acheter n'importe où dans les magasins d'électronique, qui sont sûrs pour les plastiques aussi. D'accord? Je vous parle ici du même nettoyant utilisé pour nettoyer et lubrifier les contrôles de volume, par exemple. Okay? Donc, je ne vous ferai pas de recommandations en particulier. Il en existe des tonnes. Bon. Il y a plusieurs variations de ces liquides-là sur le marché aussi. Bon. Mais faites bien attention, par contre, de vérifier que la marque que vous achetez est sûre pour les plastiques. Il y a aussi les produits de marque Deoxit. J'appelle D-E-O-X-I-T, Deoxit. En vente un peu partout, en ligne, et même dans les boutiques d'électronique spécialisées. Ils sont excellents et plutôt chers cependant. Vous allez être surpris du prix. C'est au moins 2 fois le prix du nettoyant traditionnel. Mais de l'aveu de plusieurs, ou de l'avis de plusieurs, il ne se fait pas mieux pour nettoyer et protéger les contacts électriques. Informez-vous en détail, car il existe plusieurs formulations de Deoxit. Vous voudrez prendre la bonne formule pour une bombe à aérosol et ça devrait faire un très bon travail. Aussi, assurez-vous que les soudures sur les zones touchées, donc sur ces contacts-là, les fils qui sont soudés sur les contacts du commutateur, les soudures sont toujours bonnes. Car des soudures qui se désagrègent, ça existe. Dans le doute, retouchez-les avec de la soudure neuve. Okay? Alors, vous allez avoir un bon appareil, j'en suis convaincu. OK, question 5 et dernière question de Vinci Z. Quelle est la différence entre un microphone à condensateur et un microphone dynamique? Ça, c'est une question qui revient souvent. Il existe d'autres sortes de microphones, mais ces deux sortes-là, condensateur et dynamique, sont les deux principales. Bon, le microphone dynamique est fait d'une assez grande membrane, qu'on appelle le diaphragme, qui, par son déplacement, dû aux vibrations sonores, la pression sonore, fait déplacer une bobine électrique, donc un self, là, un enroulement, dans un champ magnétique produit par un aimant. Donc, le déplacement de la bobine dans un champ magnétique produit un courant qui correspond en tout point aux variations sonores. C'est en fait l'inverse du principe du haut-parleur quand on y pense. Le microphone dynamique, donc, est passif, c'est-à-dire qu'il ne requiert aucune alimentation pour fonctionner. Le microphone à condensateur, quant à lui, possède aussi un diaphragme, donc une membrane.
mais habituellement, il est plus petit, qui, avec une autre plaque parallèle, donc membrane et plaque, constitue un condensateur. On charge électriquement ce condensateur. Il y a transfert des vibrations sonores au condensateur, donc sur la plaque, sur le diaphragme. Le condensateur est donc variable, puisque les dimensions varient au rythme de l'onde sonore. Une variation de tension électrique est donc produite par cette variation de capacité, en farad, là, si vous voulez. Donc, une alimentation est requise pour faire fonctionner un tel micro à condensateur, puisqu'il faut charger le condensateur et habituellement, il y a un étage tampon d'ajouter, car l'impédance de sortie est très élevée sur le condensateur et le courant serait sinon trop faible pour être injecté directement à une console. Dans le monde de l'audio, cependant, le micro dynamique est généralement perçu comme étant plus approprié lorsque les sons sont plus forts ou potentiellement incontrôlés dans un environnement spectacle, par exemple. Celui-ci est en fait un peu moins sensible. Okay? Le micro-condensateur est de nature plus sensible, donc répond aux sons plus faibles, conviendra mieux aux environnements sonores plus contrôlés, comme par exemple un studio d'enregistrement. Mais dans le monde de l'audio, rien n'est vraiment blanc ou noir. Il y a énormément de nuances possibles dans les opinions et dans les technologies même. Faites des recherches sur le sujet et vous le verrez bien qu'il y a beaucoup d'opinions qui diffèrent. Ce que je viens de vous dire, cependant, est de façon générale accepté. D'accord? Bon. Alors, c'est ce qui met fin déjà à cette session de questions-réponses. J'espère que vous avez apprécié la variété des sujets. N'oubliez pas de visiter mon site web bidouillard.ca, qui est en somme le point central des activités de votre humble serviteur électro-bidouillard. De là, vous pourrez consulter les fichiers relatifs aux vidéos, donc les schémas électriques et ainsi de suite. Vous pourrez visionner ma toute dernière vidéo en tout temps. Vous pourrez vous diriger vers le forum de discussion électro-bidouillard, trouver le site de support Patreon d'Électro-Bidouillard, transférer une vidéo vers moi et j'en passe. Alors voilà, je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à la prochaine!